Merci Madame la maire, mes chers collègues. Une année ô combien singulière et difficile s'achève, au cours de laquelle la ville fut, à l'instar des autres collectivités territoriales, mobilisée aux côtés de l'État pour lutter contre la crise sanitaire, avec des initiatives heureuses et d'autres beaucoup moins, sur lesquelles nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer. Mais aujourd'hui, la seule question qui doit nous occuper est celle-ci. Avec ce budget, la ville se donne-t-elle les moyens de faire face à la crise majeure que nous traversons? Si l'année a été exceptionnellement difficile, comment cela se traduit-il dans le budget? Mal, et nous le regrettons. D'abord, ce budget est avant tout le reflet d'une gestion budgétaire passée hasardeuse. Et dès lors, il n'est pas en mesure de dégager de réelles marges de manœuvre. La crise sanitaire et ses corollaires a bien sûr eu un impact significatif sur les finances de la ville. Des recettes en moins, des dépenses en plus. L'honnêteté oblige à dire qu'il y a aussi eu des dépenses en moins au cours de cette période si singulière. Pour autant, l'impact de la crise sanitaire, d'un montant estimé à 800 millions d'euros sur l'année 2020, ne constitue qu'une partie de l'explication du creusement de la dette, qui poursuit en réalité la même trajectoire que depuis 2015. La dégradation des indicateurs qui sautent aux yeux à la lecture de cette communication était en effet en germe depuis le début de la mandature précédente, en raison de faiblesses devenues structurelles. La trop forte dépendance de la ville au marché de l'immobilier, qui rend Paris éminemment vulnérable. Lors du BP 2020, vous prévoyez 1,6 milliard d'euros de DMTO. Ce n'est ni sain intellectuellement, compter sur la spéculation immobilière pour remplir les caisses de la ville, ni sain budgétairement, tout retournement de tendance faisant peser un fort risque sur les finances de la ville. C'est la raison pour laquelle nous continuons à proposer de caper les DMTO et de consacrer les éventuelles sommes supplémentaires au processus de désendettement de la ville. Autre faiblesse structurelle, l'absence, au cours de la dernière mandature, de toute réforme structurelle qui permette de dégager de véritables marges de manœuvre. Désormais libérée de son engagement avec l'État, la ville a laissé filer les indicateurs de bonne santé budgétaire, garant d'une gestion raisonnée et prévoyante, ce qui se traduit par une chute de l'épargne brute de 41%, la dégradation de l'autofinancement avec un besoin de financement multiplié par 3 en un an, l'accélération du niveau d'endettement qui multiplie par 2 la durée de désendettement pour atteindre plus de 18 ans, avec des intérêts de la dette qui vont atteindre un rythme difficilement soutenable. La crise que nous connaissons est un accélérateur de la dégradation des finances publiques parisiennes, et non l'initiatrice. Elle ne fait que confirmer la fragilité des fondements budgétaires de la ville. L'orthodoxie budgétaire n'est pas une lubie centriste par principe, c'est une question d'efficacité pour avoir les moyens nécessaires lorsqu'une crise survient. Dans la situation actuelle, alors que la crise sanitaire perdure et que les crises sociales, économiques, environnementales et morales se creusent, nous avons besoin que la ville soit au rendez-vous. Vous avez considéré que vous aviez les moyens nécessaires. Nous craignons que ce ne soit pas le cas. Vous parlez d'un budget de combat. Nous craignons au contraire qu'il ne soit en réalité un budget de renoncement. Car il ne peut y avoir de relance sans réforme, comme il ne peut y avoir de dépenses sans économie. Bien évidemment, vous préférez accuser les autres de vos propres turpitudes. Et l'État est désigné comme le coupable de l'absence des marges de manœuvre. Aucun accès au plan France Relance, disiez-vous. Pourtant, c'est grâce à ce programme France Relance que nous pourrons procéder à la rénovation énergétique des bâtiments publics parisiens que vous nous aviez promis dès la précédente mandature. C'est d'ailleurs l'objet de notre amendement, que vous nous indiquiez un calendrier de mise en œuvre de ce programme de rénovation énergétique. Un État qui compense généreusement la suppression de la taxe d'habitation. En 2021, 46% des foyers parisiens bénéficieront de ce soutien important au pouvoir d'achat. Et le budget de la ville pourra compter sur une surcompensation de la part de l'État d'un montant de 46 millions d'euros. La somme de la collecte de la taxe d'habitation et de la compensation étatique dépassant 45 millions d'euros par rapport à 2020. Et puis enfin, la circulaire du 24 août 2020 qui vous permet de manière exceptionnelle d'étaler les dépenses liées à la crise sanitaire sur un maximum de 5 ans et de les faire passer de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, ce qui est un fort soutien
au budget de la ville. Contrairement à ce que vous laissez entendre, Paris n'est pas exclu des dispositifs complémentaires. On ne vous calcule pas, disiez-vous. Je pense au contraire que vous avez des problèmes de calcul. Face à ces difficultés, vous avez recours à des classiques. Je ne reviendrai pas sur les loyers capitalisés, une manne qui se tarit logiquement, mais qui n'en reste pas moins une pratique sujette à caution. Vous faites preuve également d'un certain optimisme dans la prévision de certaines recettes. Compte tenu du ralentissement du tourisme, de sa transformation profonde, la baisse du pouvoir d'achat des ménages parisiens, vos prévisions en matière de niveau des DMTO et de taxes de séjour nous paraissent particulièrement élevées. Et puis, il y a la traditionnelle recherche de nouvelles recettes, d'abord via des cessions qui, elles aussi, se tarissent. Et puis, en cherchant à utiliser le levier des taxes, d'où un certain nombre de demandes. Alors, Madame la maire, vous avez fait un certain nombre de propositions. Souffrez qu'on puisse considérer qu'il s'agisse de mauvaises propositions, comme augmenter le montant des taxes sur les résidences secondaires ou augmenter le montant des DMTO, quitte à renchérir le marché de l'immobilier, notamment pour les primo-accédants. Et puis la perspective de la mise en place d'un stationnement payant pour les 2 roues motorisées, que vous intégrez d'ores et déjà aux recettes budgétaires, avant même que nous n'en ayons débattu. Sur ce point, nous souhaitons avoir la répartition de l'estimation des recettes entre recettes des véhicules légers et recettes provenant du stationnement des 2 roues motorisées, car la distinction n'est pas faite, et nous craignons une nouvelle fois que les estimations du stationnement ne soient surestimées au regard de la persistance de la crise sanitaire. Nous ne sommes pas défavorables par principe à certaines taxes, notamment lorsque cela permet de faire levier sur des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle c'est le groupe MoDem à l'Assemblée qui est à l'origine de l'amendement visant à alourdir la taxe de séjour sur les meublés touristiques et permettre de rétablir la justice entre des acteurs comme Airbnb et le parc hôtelier. En revanche, nous sommes résolument contre des taxes pesant sur les Parisiens, alors même qu'elles ont significativement augmenté au cours de la dernière mandature. C'est la raison pour laquelle nous déposons un amendement visant à geler les tarifs municipaux, afin que la recherche de recettes supplémentaires ne se fasse pas aux dépens du pouvoir d'achat des Parisiens, déjà fragilisés par la crise. En l'absence de réformes structurelles passées, il existe effectivement peu de marge de manœuvre, ce qui engendre des niveaux d'intervention insuffisants à la hauteur des enjeux, tant au niveau des mesures d'accompagnement pour les secteurs les plus touchés par la crise économique. Malgré de bonnes initiatives, notamment en matière d'emploi par l'insertion, c'est le saupoudrage qui prime, faute une nouvelle fois de réelles marges de manœuvre, et tant au niveau des politiques publiques que doit porter la ville. Je ne m'attarderai que sur le sujet des mobilités et de l'espace public. Mes collègues Maud Lelièvre et Pierre Casanova s'attacheront quant à eux à expliciter d'autres volets de cette proposition budgétaire. L'adaptation de la ville au changement climatique et le soutien aux mobilités actives ne doivent pas être sacrifiés. C'est la raison pour laquelle nous demandons un maintien du niveau des dépenses en matière d'entretien de la voirie, celle-ci étant particulièrement dégradée et donc accidentogène, notamment pour les 2 roues. Nous demandons également un maintien du niveau du plan piéton, dont on ne peut pas dire qu'il ait profondément changé la place du piéton à Paris, qui reste le grand oublié. Et enfin, nous présentons un vœu visant à faire de l'économie circulaire un réel levier de réduction des déchets et de soutien au pouvoir d'achat, et ce sur l'ensemble du territoire parisien. Je vous remercie.